Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 19 juillet 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 113 du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe sur les marchés boursiers. On a eu la hausse du taux directeur de 100 points de base au Canada. Donc ça, c'était mercredi passé. Puis, je vais vous parler également de ce qui se passe du côté des earnings, parce que présentement, c'est la saison des résultats financiers du mois de juillet. Donc, il y a déjà eu les banques américaines. Ce soir, c'est Netflix. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Et pour la dernière portion de l'épisode, je vais vous parler de l'importance de la gestion des finances personnelles. D'ailleurs, j'ai une idée de projet par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis sur le point de mettre en place une formation en ligne sur justement les finances personnelles. Je vais aborder autant le volet des budgets, de la gestion de l'endettement, la gestion des flux de trésorerie, l'investissement, l'épargne, tous ces éléments-là. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations là-dessus. Du moins, il y en a, mais il n'y a pas de ligne directrice à suivre. C'est quelque chose qui est très large également. Puis même dans le processus académique standard, c'est-à-dire qu'au secondaire ou au cégep, il n'y a pas réellement de cours dédiés à la gestion des finances personnelles. Donc, c'est quelque chose que je veux aborder. Donc, on va commencer tout de suite aujourd'hui avec la bourse qui s'annonce. Ça s'annonce pour une belle journée dans le vert, autant du côté du marché canadien que du marché américain. À date, tous les indices boursiers semblent vouloir décoller à la hausse, mais je veux quand même revenir sur la hausse du taux directeur au Canada. Comme je vous dis, c'était mercredi passé que la Banque du Canada a décidé d'augmenter le taux directeur de 1% pour le faire passer directement à 2,5%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'attendait en fait à une hausse de 75 points de base. Même moi, j'ai été surpris de voir la Banque du Canada faire une montée comme ça. Mais au fait, tant mieux. Ça fait longtemps que de mon côté, je considère que les taux d'intérêt sont trop bas par rapport au niveau d'inflation qu'on connaît. Je pense que les banques centrales ont réalisé que l'inflation est un peu hors de contrôle. Donc, ils commencent à appliquer vraiment une politique monétaire qui est vraiment plus restrictive. Et cette hausse de 100 points de base, la dernière fois que ça a été fait, c'était en 1998. Donc, c'est sûr que c'est quand même considérable comme augmentation, mais ça reste que 2,5% comme taux directeur, historiquement, c'est quand même très bas. Et si on regarde l'inflation du côté des États-Unis, on peut voir que la hausse de l'inflation a atteint 9,1% au mois de juin. Évidemment, ça, c'est sur une base annuelle. Et de notre côté, on va avoir les données demain concernant l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Présentement, on s'attend à une hausse d'environ 8%, ce qui est quand même très considérable. Par contre, de mon côté, oui, je m'attends à une forte hausse pour le mois de juin, mais je pense que le mois prochain, les données devraient commencer par rapport à la hausse de l'inflation, ça devrait se calmer un peu, du moins temporairement, parce que si on regarde la baisse du prix du baril de pétrole brut, ça c'est sûr que ça va se répercuter sur le prix à la pompe, mais également sur le prix des frais de transport sur un paquet de produits. Donc, c'est sûr que cet élément-là va faire en sorte que, d'après moi, la hausse de l'inflation au Canada et même aux États-Unis devrait ralentir un peu, du moins pour le prochain mois. Actuellement, on est en pleine saison des résultats financiers du mois de juillet. D'ailleurs, ce soir, c'est les earnings de Netflix, donc après la fermeture du marché. Et je vous rappelle qu'au mois d'avril, Netflix avait annoncé sa première perte d'abonnés au cours d'un trimestre. Donc, il avait perdu 200 000 abonnés au cours du dernier trimestre. Et là, suite à ça, il avait également annoncé qu'eux autres, ils projetaient perdre encore 2 millions d'abonnés au prochain trimestre. Donc,
C'est ce soir qu'on va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Est-ce que finalement, ils en ont perdu 2 millions? Est-ce qu'ils en ont perdu moins? Est-ce qu'ils en ont perdu plus? Est-ce qu'il y a eu un gain au niveau des nouveaux utilisateurs? Donc, tout dépendamment qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, ça va se refléter assez rapidement dans le prix de l'action. C'est-à-dire que si c'est moins pire que ce qu'ils anticipaient, puis que finalement, il y a un gain d'abonnés ou une perte qui est beaucoup moins élevée que ce qu'ils anticipaient, à ce moment-là, le prix de l'action de Netflix devrait jumper après la fermeture des marchés lorsque les résultats financiers vont être disponibles. Et un autre élément à considérer avec Netflix, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur une version de l'abonnement moins cher, mais qui vient avec de la publicité. Ils sont en pourparlers d'ailleurs avec Microsoft pour ce projet-là. Également, ils sont déjà en train de mettre en place un système pour contrôler le partage de mots de passe. D'ailleurs, présentement, ils font le test dans 5 pays de l'Amérique latine. Comment ça fonctionne? C'est qu'ils rajoutent une option qui permet d'ajouter d'autres comptes à l'extérieur de leur résidence. Donc, ça permet d'avoir d'autres usagers qui utilisent le même compte, mais évidemment, c'est en échange d'un frais supplémentaire par mois. On parle de 3 $ par mois pour cette option-là. Et évidemment, pour Netflix, ce système-là, ça va permettre d'aller recueillir des revenus qui passaient à côté du fait qu'il y a une énorme portion des gens qui font juste partager leur mot de passe. Donc, il y a je ne sais pas combien d'utilisateurs qui ne payent pas Netflix, mais qui, pourtant, ils l'utilisent couramment. Donc, la version moins chère avec de la pub et le contrôle accru au niveau du partage de mots de passe, ça pourrait être des éléments qui viennent aider également Netflix pour ses revenus et pour continuer à croître en fait son nombre d'abonnés. Pour ce qui est des résultats financiers qui sont déjà sortis, si on regarde la semaine passée, c'était du côté des banques américaines, donc JP Morgan, Morgan Stanley et Wells Fargo. Donc, pour les 3 banques américaines, ils ont publié des chiffres qui étaient en fait en dessous des attentes des analystes. Donc, JP Morgan et Wells Fargo, la problématique, c'était du côté des réserves pour mauvaises créances. Autrement dit, ils ont mis de l'argent de côté dans le cas où les gens ne réussiraient pas à payer leurs prêts. Donc, c'est sûr que ça va affecter les résultats. Et du côté de Morgan Stanley, c'est que la banque a connu une baisse de 55% de ses revenus du côté du département de l'investissement. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, pour ces banques américaines-là, ça n'a pas été très intéressant comme résultat financier. Sinon, la semaine prochaine, ça va être les earnings des big tech. Donc, on parle de Microsoft, Meta, Apple, Google, Amazon. Donc, c'est sûr que les résultats financiers de ces grosses entreprises-là, c'est clair que ça va avoir une influence importante sur la direction du marché américain. Donc, ça va être à surveiller pour la semaine prochaine. Et comme j'ai dit au début de l'épisode, aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la gestion des finances personnelles. Je pense qu'avec le contexte de l'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt et du potentiel de la récession économique qui s'en vient, ça va devenir crucial de mettre à jour son budget et de prendre des meilleures décisions financières. Parce que oui, le fait qu'on a augmenté le taux directeur d'1%, ça va affecter les propriétaires qui ont acheté durant les 2 dernières années puis qui ont pris un taux variable. C'est normal, en augmentant le taux directeur, ça vient augmenter les paiements hypothécaires. Par contre, je vous dirais que pour la grande majorité des propriétaires, surtout ceux qui ont acheté au cours des 2 dernières années, ce qui arrive, c'est qu'ils vont avoir pris un taux fixe sur 5 ans. Donc, à court terme, il n'y aura pas de conséquences financières à l'augmentation du taux directeur. Toutes ces personnes-là, il n'y aura pas de répercussions à court terme sur leur paiement.
c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'ils refinancent, qu'ils renouvellent, mais dans ce cas-là, c'est avoir rendu là, les taux d'intérêt vont être rendus où? Mais présentement, je pense que le monde met trop de focus sur l'immobilier et pas assez sur toutes les autres conséquences, en fait, liées à l'augmentation des taux d'intérêt. Avec le taux directeur qui est rendu à 2,5%, même si historiquement c'est encore très bas, ça va affecter quand même tous les autres types de crédits. Donc, on peut penser aux marges de crédit à taux variable, mais aussi les prêts auto. C'est clair que les taux d'intérêt liés à l'achat d'un véhicule neuf ou usagé, c'est clair que les taux vont augmenter. Et c'est la même chose pour tous les autres financements. C'est clair que quand le taux directeur augmente d'1%, les compagnies qui financent vont devoir augmenter leur taux d'intérêt. C'est juste normal. Mais tout ça, ça va avoir un impact sur le budget et la situation financière de beaucoup de personnes, surtout en considérant qu'il y a beaucoup de monde qui vont utiliser une marge de crédit à taux variable pour financer un paquet d'affaires, et pour les personnes qui veulent justement acheter une nouvelle voiture, qui veulent faire l'achat d'équipements financiers ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt, c'est pas juste applicable dans le secteur de l'immobilier. Et ça, c'est seulement la portion au niveau des taux d'intérêt. Je ne parle même pas de l'augmentation générale des prix. Donc, c'est sûr que même si actuellement, le taux de chômage est toujours très, très bas, on est dans un creux historique, on parle de 4,9% au Canada et de 4,3% au Québec, même si ces données-là indiquent clairement une pénurie de main-d'œuvre et un marché du travail en surchauffe, ça ne veut pas dire que ça va rester de même très longtemps. C'est-à-dire que avec l'augmentation des taux d'intérêt, je m'attends à un ralentissement économique, et à ce moment-là, je pense que les entreprises vont commencer à réduire leur embauche, puis à enlever des offres d'emploi, et ultimement, je m'attends à des mises à pied dans certaines industries. Autrement dit, je considère que le taux de chômage devrait augmenter quelque part en 2023, une fois que le taux directeur va être à 3,5% ou 4%. Je pense qu'il faut que le monde soit prêt à dealer avec des pertes d'emploi ou avec des réductions de leur heure de travail, ou encore pour ce qui est des vendeurs, c'est sûr qu'il est fort probable que leurs ventes soient affectées par le ralentissement économique, et eux autres, évidemment, leurs revenus proviennent de commissions sur les ventes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réduction des revenus pour ces personnes-là. Et tout ça, je pense qu'on va le constater en premier lieu aux États-Unis. Je pense que c'est là que ça va commencer. Et ensuite de ça, ça va venir se répercuter ici au Canada. Donc, je vous pose la question, si vous perdez votre emploi demain matin, combien de mois êtes-vous capable de survivre en payant uniquement vos dépenses de base? Et là, je vous rappelle que pour beaucoup de monde qui vivent paye par paye, dès qu'il n'y a plus rien qui rentre, bien, il n'y a plus rien qui marche. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien survivre un petit bout en payant des affaires avec leur carte de crédit ou avec des avances de fonds, mais à un moment donné, ils vont tomber dans une spirale d'endettement qui ne pourront pas sortir. Et c'est pour ça qu'un fonds d'urgence, surtout présentement, c'est rendu essentiel. Parce que l'économie est en mode facile depuis quasiment 30 ans, avec, comme j'ai déjà répété, des taux d'intérêt extrêmement bas et un niveau d'inflation autour de 2-3%. Mais là, prochainement, il y a de bonnes chances qu'on change de conjoncture économique et que là, avoir un fonds d'urgence, ça devienne une nécessité. Sinon, ça se peut qu'il y ait une couple de monde qui fasse le saut puis qu'on voit des propositions de consommateurs ou encore du monde qui font faillite. Concrètement, un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est juste le fait de mettre du cash de côté dans un compte. Évidemment, l'argent ne doit pas être investi, ça doit être liquide, facilement accessible. Donc, il ne faut pas mettre ça dans des actions que la valeur fluctue. Et la somme d'argent qui devrait se trouver dans ce compte-là,
ça devrait être l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Autrement dit, des dépenses de base. On parle du logement, du paiement d'auto, de l'épicerie, etc. En fait, c'est de s'assurer que si vous n'avez pas d'argent qui rentre, vous êtes capable de toffer de 3 à 6 mois sans vous endetter puis sans manquer des paiements, ce qui pourrait évidemment négativement affecter votre dossier de crédit. Moi, j'appelle ça le compte de banque pour bien dormir la nuit. Ça prend un fonds d'urgence que tu fasses 50 000 par année ou 150 000, ça ne change rien. C'est-à-dire que, règle générale, le gars qui fait 150 000 par année devrait avoir un peu plus de marge de manœuvre puis devrait avoir de l'argent de côté, mais ce n'est pas toujours le cas. Tu pognes quelqu'un qui fait justement 150 000 par année, mais qui le dépense à mesure, avec le gros char, la grosse maison, les voyages, les sorties, tout ça. De la minute que la paie ne rentre plus, ben ils sont mal pris. Donc, dans ce cas-là, un fonds d'urgence, c'est autant nécessaire pour la personne à faible revenu que la personne qui justement fait 100 000, 200 000 par année. C'est juste qu'évidemment, le montant à l'intérieur du fonds d'urgence ne sera pas le même pour les deux personnes parce que ça va aller justement avec leurs dépenses. Ça veut dire que la personne qui a un logement à 1200 $ par mois versus l'autre qui a un paiement hypothécaire de 2500 par mois, ben ça va être inclus, ça va être calculé dans la somme à mettre dans le fonds d'urgence. Dans tous les cas, le concept de fonds d'urgence, c'est un concept de base en finances personnelles. C'est juste que présentement, avec la hausse des prix puis l'augmentation des taux d'intérêt, c'est clair que là, il faut prendre le temps d'ajuster ses finances personnelles. Comme je l'ai déjà dit, l'usage des cartes de crédit au Canada a fortement augmenté et il y a également une hausse importante par rapport au volume de nouvelles cartes émises. Et ça, pour moi, c'est un signe évident que le monde commence à manquer de fric, puis ils doivent payer leur achat avec du crédit. Et si on regarde le rapport d'Equifax, l'autre point constaté par rapport aux cartes de crédit, c'est que c'est surtout les jeunes qui ont le plus augmenté leurs dépenses sur leurs cartes de crédit. Et ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur carte de crédit sans réellement savoir comment elle fonctionne, c'est-à-dire comment les intérêts sont calculés, c'est à quoi correspond le paiement minimum, c'est quoi le délai de grâce de 21 jours, etc. Parce que c'est facile, même à 18 ans, d'avoir une carte de crédit puis de la loader sans même considérer les risques d'endettement puis les répercussions que ça peut avoir sur le dossier de crédit. Par exemple, juste le fait d'avoir une carte de crédit avec une limite de 2000 $, si ton solde est toujours au-dessus de 1200 $, même si tu fais tes paiements minimums puis que tu es en règle, c'est quand même négatif. Tu vas quand même négativement affecter ton pointage de crédit parce que tu es au-dessus de 50% d'utilisation de ton crédit. Puis ça, c'est pas bien vu pour ton score de crédit et ta cote de crédit. Et mon point par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il y a une défaillance du côté de la connaissance des gens vis-à-vis les finances personnelles. Et là, ça inclut autant la compréhension du dossier de crédit, l'utilisation d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, la gestion de l'endettement, même la compréhension d'un prêt hypothécaire. Même une fois que tu as acheté ta maison, tu connais ça, mais de surface. Et la finance personnelle, c'est plus que juste ça. Tu sais, oui, le monde connaît le budget, le bilan, ces éléments-là, mais il y a aussi le volet investissement, connaître les avantages fiscaux des régimes enregistrés comme le CELI, le REER, le régime d'épargne-études. Et tous ces éléments-là, je trouve qu'il y a un manque d'information. Bien, au fait, l'information est là, c'est juste qu'il n'y a pas de ligne directrice par rapport à ça. Il n'y a pas de
cours en finances personnelles obligatoires au secondaire. Et pour moi, ça, c'est la grosse base. Savoir comment ça se fait que ta paye nette, c'est ça, versus ton taux horaire. C'est quoi les cotisations au Régie des rentes du Québec? Le RQAP, c'est quoi? L'assurance emploi, comment ça fonctionne? Le 4% des vacances, etc. Le monde commence à travailler, puis 3/4 du monde font le saut quand ils voient leur paye nette parce que il n'y a jamais eu quelque part dans le temps une explication derrière la rémunération qu'ils vont avoir. Même chose un peu par rapport aux taxes, surtout pour les travailleurs autonomes ou ceux qui commencent leur première business. Et c'est ça qui m'a amené à penser à une formation sur la gestion des finances personnelles. Je trouve que le timing est bon avec justement ce qui se passe du côté de l'économie. S'il y a bien une période de temps dans ta vie que tu veux apprendre comment gérer tes finances, ben c'est dans un contexte plus difficile comme celui qu'on est présentement en train de vivre. Fait que ce que je voudrais savoir, c'est 1, c'est quoi votre avis là-dessus? Et 2, est-ce que vous avez des suggestions par rapport à des sujets que vous voudriez que je couvre en termes de finances personnelles? Et à ce moment-là, le but derrière ça, de mon côté, ça serait d'offrir une formation en ligne grand public. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de connaissances de base en finance soient capables de bien comprendre les notions qui sont expliquées, puis surtout être capable après ça de les utiliser concrètement dans leur vie. Après ça, je veux que les gens soient en mesure d'éliminer leurs dettes, réduire le taux d'endettement, maximiser le taux d'épargne, puis surtout après ça, d'être en mesure d'investir, puis de profiter des avantages fiscaux liés au compte enregistré, fait que le CELI, le REER, tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Instagram ou sur Messenger ou par courriel pour me donner votre avis sur cette idée-là par rapport à la formation sur les finances personnelles. Et je termine l'épisode comme ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.